Donc, pour ce soir, nous avons choisi le sujet de activité physique. Activité physique, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà suivi sur les conférences précédentes, avec alimentation et la santé psychique, ça fait un tout. C'est indissociable. Les trois sont indissociables l'un de l'autre. L'activité physique, c'est quelque chose de très naturel. C'est un besoin vital au même titre que de manger, de dormir. Bouger, c'est la vie. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, comment ça se fait que nous bougeons? En fait, donc, depuis la nuit des temps, tous les organismes vivants qui sont sortis de l'eau, ils ont appris à bouger. L'homme préhistorique que nous étions il y a des centaines de milliers d'années a bougé et était beaucoup plus robuste que nous le sommes actuellement. Et les récentes découvertes paléontologiques en Australie ont permis de découvrir que les hommes préhistoriques, c'était des athlètes hors normes. On a retrouvé en fait des empreintes fossilisées des hommes préhistoriques dans le sable. C'était les empreintes de 6 hommes qui poursuivaient un animal à la chasse. Et on a pu reconstituer grâce à ces empreintes la vitesse. Il courait à 37 km/h, ce qui est un record mondial aujourd'hui. Nous, avec le temps, notre activité physique a énormément diminué. Donc, il suffit de regarder la courbe en 200 dernières années. Le nombre d'heures par jour d'activité, ô combien il a diminué pour arriver aujourd'hui, pour certaines personnes qui font même pas une heure d'activité physique par jour, notre société sédentarise de plus en plus. Donc, les métiers manuels ont perdu énormément d'attrait et tout est devenu en fait sédentaire. Même il y a encore 50 ans, nous marchions à peu près 10 km par jour. Aujourd'hui, pour certains, faire 400 mètres par jour, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et donc, avec, comme je vous disais tout à l'heure, les hommes préhistoriques au niveau du néolithique, ils parcouraient des kilomètres, pourraient faire 15 km en courant dans la journée. Même les Romains, avec toutes leurs attirails, l'armée romaine pourrait se déplacer environ 60 km par jour et les hommes étaient robustes, ils supportaient cette activité physique. Après, avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture et de l'élevage, l'activité physique des hommes a diminué. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus du tout besoin d'aller chasser la nourriture. Il suffit de faire un numéro de téléphone, Drive nous le porte directement chez nous. Donc, ce qui fait que ces réflexes de survie, d'activité physique ont beaucoup diminué et ça devient malheureusement, donc, depuis les années 80 environ, un grand problème de santé. Il y a plusieurs programmes de santé qui ont été mis en place pour voir comment on peut remettre les gens en mouvement parce qu'il y a un déconditionnement qui s'était fait avec du corps, avec l'activité physique. Alors, on va voir un peu les définitions. Donc, qu'est-ce que c'est une activité physique? En fait, l'activité physique, c'est tout mouvement produit par la contraction des muscles entraînant une dépense énergétique au-dessus de la réponse énergétique de repos, qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, on a des unités pour le mesurer, ça se calcule en mètres. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont la planche Wii à domicile. Pour la Wi-Fi, vous savez que quand on fait du sport sur la Wii, on nous calcule l'énergie dépensée donc, en mètres justement. Et donc, on peut calculer ça pour toutes sortes d'activités professionnelles, domestiques, déplacements et de loisirs.
ou autres. Donc, vous avez ici quelques exemples de cette dépense énergétique. Donc, être assis, regarder la télévision, c'est juste un métabolisme de base. Il n'y a aucune dépense énergétique supplémentaire. Donc, marcher, par exemple, d'un pas normal, ça dépense déjà de 3 mètres. Faire une marche un peu plus rapide, ça monte à 3,6. Une course à pied, déjà sur place, donc ça fait 8 mètres. Donc, ça mesure à peu près notre dépense énergétique, bien qu'on n'arrivera jamais à la dépense énergétique de nos ancêtres. Hein. Donc, notre société qui perd donc, de cette activité, qu'on est obligé d'en parler, que des programmes nationaux par les gouvernements de tous les pays sont mis en place pour inciter la population à bouger. On a essayé de trouver, c'est exception maintenant, de bouger. Donc, quand on est inactif, c'est 30 minutes physiques modérées. Donc, marcher d'un bon pas, fractionné, continuer par jour. Donc, par exemple, un quart d'heure aller au travail, un quart d'heure revenir, ça fait 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, si on arrive à ça, et plus le travail de bureau, on va dire qu'on est inactif. Maintenant, on peut basculer très facilement dans la sédentarité. Ça veut dire qu'on est assis dans la journée plus de 7 heures par jour par les périodes ininterrompues de 2-3 heures. Donc, beaucoup de gens employés de bureau qui font un travail stationnaire sont en fait sédentaires. Ça va très vite. Mais l'activité physique n'est pas un synonyme de sport, c'est l'inverse. En fait, le sport, c'est une forme de l'activité physique. Donc, dans notre société d'aujourd'hui, on arrive en fait à deux extrêmes. On a des gens qui sont extrêmement sédentaires, qui ont du mal à faire 400 mètres par jour. Et de l'autre côté, on a l'autre extrême, les sportifs de haut niveau qui s'entraînent 6 à 8 heures par jour pour des performances sportives. C'est pour ça, ce n'est pas vraiment une activité, c'est une activité physique, mais qui a ses propres règles, qui répond à un règlement. C'est plutôt dans la recherche de performance. Ce n'est pas un besoin vital, c'est la recherche de compétition, donc de performance, mais évidemment, donc, ça remplace une activité physique. Voilà, et donc pourquoi cette activité physique est bénéfique pour la santé? Bon, c'est vital, mais bon, en quoi finalement c'est aussi bon? Là, vous avez sur la photo, c'est Usain Bolt qui s'entraîne à la musculation. Vous savez que c'est un sprinter le plus rapide du monde. Alors, si on avait comparé notre sprinter avec les aborigènes d'Australie dont les pieds étaient fossilisés dans le sable, et on leur avait mis les baskets aux pieds, ils couraient plus vite que Usain Bolt parce qu'ils arriveraient à courir à peu près à 45 km/h avec la capacité physique d'il y a 20 000 ans. Donc même Usain Bolt n'arrive pas à les égaler. Donc, le système locomoteur et le muscle, en fait, avec l'activité physique qu'il engendre, c'est une plaque tournante de notre métabolisme. Tout passe par l'activité du muscle. C'est là où il y a une combustion donc, des nutriments, des glucides, des lipides et des protéines, et les muscles produisent l'énergie pour pouvoir bouger. Parce que bouger, au départ, il ne faut pas oublier, c'est un besoin vital. Ça garantit notre survie, déjà pour échapper au danger, et de la recherche de nourriture. Et donc, tous ces développements ont été mis en place pour que ces systèmes fonctionnent au mieux. Et donc, tout métabolisme de notre organisme tourne autour des besoins des muscles en nutriments. Et aussi, les muscles sécrètent les substances qu'on appelle des myokines, qui, elles, de leur côté, ordonnent
aux différentes parties du corps, aux différents organes de fonctionner correctement. Ainsi, donc, elles agissent par exemple au niveau du cerveau. Donc ça, c'est ici, on parle de irisine, c'est une myokine musculaire qui favorise par exemple la faim, signale au cerveau que c'est l'heure de manger quand le muscle est en activité, qui un signaling aussi au niveau de la fonte des graisses. Donc, l'activité physique, on ne peut pas remplacer par une pilule. C'est irremplaçable. Ça agit donc sur l'hormone de croissance et donc ça maintient la bonne santé donc, de l'organisme et du système locomoteur en particulier. Donc, à travers donc les substances sécrétées par les muscles, le fait aussi de bouger, ça améliore les performances à tous les niveaux. Donc, au niveau, par exemple, cardiovasculaire, le muscle cardiaque qui est habitué à l'effort, il se contracte mieux. Il se fatigue moins, la pompe est beaucoup plus efficace et la perfusion des tissus en sang est bien meilleure. Quand on fait du sport, les besoins d'oxygène sont donc augmentés, donc les poumons sont obligés de fonctionner, de fonctionner mieux, la respiration doit être plus ample pour pouvoir fournir plus d'oxygène à l'organisme, donc aux muscles. Et ici encore, c'est irisine qui stimule la fonction pulmonaire et aussi cette irisine veille à ce que notre poumon soit en bonne santé. Ça veut dire que l'épithélium endothélium pulmonaire, il faut qu'il soit étanche, qu'il soit performant, que les échanges gazeux puissent se faire correctement. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire de faire l'activité physique. Donc, métabolique, donc évidemment, utilisation des glucides et des lipides, donc ça permet la lipolyse, donc la fonte des graisses. Ça permet aussi le brunissement de la graisse blanche. Ça veut dire que la graisse chez quelqu'un qui bouge n'est pas la même chez quelqu'un qui est sédentaire, parce que cette graisse chez quelqu'un qui bouge, elle est beaucoup plus active, elle est brune. Elle est brune par quoi? Parce qu'elle a des mitochondries. Et les mitochondries, ce sont des centrales énergétiques qui, justement, permettent de brûler les calories stockées. Au niveau appareil locomoteur, donc on a aussi augmentation de la force musculaire. Forcément, un muscle qui est entraîné, il s'adapte à l'effort, il est beaucoup plus performant. Les os travaillent, se renouvellent plus fort, plus solide, résistent mieux au traumatisme. Les articulations aussi ont besoin de bouger. Plus une articulation bouge, moins elle souffre. Donc ça, c'est génétiquement codé. Il faut que ça fonctionne correctement. Évidemment, il y a la santé mentale, hein, c'est directement lié par aussi le signaling donc des substances sécrétées de irisine, encore une fois, qui agit au niveau des noyaux gris dans le cerveau. Tout le monde sait que c'est bon pour le moral. Au niveau sérotonine, ça déstresse. Le fait de faire des longues marches, ça permet de trouver un rythme, la respiration, c'est déstressant et donc ça rééquilibre le fonctionnement cérébral. En plus, si on fait du sport en plein air, on est exposé au soleil, donc c'est un bénéfice supplémentaire parce que ça resynchronise encore les cycles de jour et de nuit. Et ça permet aussi d'avoir être exposé au soleil pour faire de la vitamine D qui se fait, vous le savez, dans la peau. Et puis, donc, on a un lien social avec les gens parce que c'est l'activité dehors en général, l'activité physique est prévue pour faire ensemble. Bon, déjà, les hommes préhistoriques chassaient ensemble le mammouth, donc nous, on ne va pas chasser le mammouth ensemble, mais on peut faire une balade en famille, on peut faire du sport ensemble, aller nager ou notre activité. Et évidemment, nous pourrons vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça veut dire qu'on peut donner de la vie aux années. Voilà. Alors, combien il faut bouger? Donc, on a trouvé l'activité minimale à assurer pour avoir un minimum de bénéfices de cette activité sans que ça soit dommageable pour notre santé. Donc, le travail, c'est pas toujours évident, mais donc vous avez une pyramide
de l'activité physique. Donc, ce qu'il faudrait faire, être actif déjà au quotidien, essayer, par exemple, ne pas aller chercher du pain en voiture, mais faire quelques pas. Donc, idéalement, pour brûler les calories qu'on consomme, il faut minimum 5000 pas par jour. Pour être bien en forme, il faut faire 10 000 pas par jour. Faire une activité physique, par exemple, 2-3 fois par semaine, jouer au tennis pour que ça soit une activité pendant 1 heure, pour garder ce signaling du tonus musculaire, les bénéfices de santé, c'est suffisant. Mais l'activité minimale, minimum syndicale, donc c'est 30 minutes par jour pour être légèrement essoufflé, donc marcher d'un pas assez rapide. Au-delà, il y a une activité physique qui peut être déjà des sportifs qui s'entraînent plusieurs heures par jour pour avoir des performances particulières. Alors, donc, quand on bouge à tout âge, il y a des bénéfices, évidemment, donc, sur notre santé. C'est la seule cause évitable de mortalité non transmissible. Déjà, ça veut dire, bon, on va tous mourir un jour, mais on va mourir en bonne santé. Sur le métabolisme de l'organisme, je vous ai mis à titre d'exemple les bénéfices qu'on peut avoir, par exemple, sur les maladies métaboliques, diabète, hyperlipidémie, l'obésité. 30% de diminution de la mortalité. C'est un patient sur 3 qui se remet à bouger, va vivre plus longtemps. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est 25% par rapport à problèmes, par exemple, l'infarctus ou une insuffisance cardiaque, l'hypertension. Les bénéfices pour la santé sont réels. Les études ont prouvé également que dans le cancer du sein, les patients qui bougeaient, quel que soit le stade de maladie, il avait 25% de chances de meilleure survie plus longtemps. Donc, c'est vraiment vital, je me répète, mais c'est très important. Alors, attention au piège, donc je répète encore une fois, à la sédentarité. Parce que si on n'est plus habitué à bouger, surtout après le confinement, on était bien tous habitués à notre canapé, pour certains patients, il y a un déconditionnement que toute activité physique peut être, ça peut provoquer un disconfort, une sensation désagréable, qui n'auront pas forcément envie de reprendre l'activité. Il faut peut-être les aider qu'ils se remettent en mouvement. Il ne faut pas les laisser là parce que vraiment, ils auront une aggravation de leur santé très rapidement au cours de leur vie. Et c'est quand même la sédentarité, 7 heures par jour, être assis sans bouger, c'est une tueuse silencieuse. Donc, vous avez vu la mortalité, comment elle augmente si on ne bouge pas. Donc, c'est vraiment très important, et j'insiste là-dessus, bouger. Donc, par quel mécanisme c'est maintenant la sédentarité peut nous faire du mal? Eh bien, en fait, elle crée une inflammation chronique qu'on appelle le stress oxydatif. Ça baisse, donc cette inflammation chronique joue sur nos défenses immunitaires. Donc, on a les défenses immunitaires moins importantes. On a vu ça lors de la dernière épidémie en date, que les patients qui avaient un système immunitaire défaillant avec des maladies cardiovasculaires et des maladies dites de civilisation, ils avaient beaucoup plus de chances de faire l'infection grave et en mourir. Et aussi, donc, ça altère les capacités donc, des vaisseaux de se contracter et se dilater correctement parce que les vaisseaux ne sont pas habitués à l'effort, à fournir plus d'oxygène et d'avoir cette adaptation de dilatation de leur diamètre. Mais alors, comment ça marche maintenant, cette activité physique? Donc, les mécanismes qui font que nous bougeons, que nous faisons de l'énergie et
Donc ça, c'est maintenant, nous bougeons moins que nos ancêtres, mais nous connaissons très bien maintenant les mécanismes physiopathologiques qui régissent un peu tout ça. Donc l'appareil locomoteur, donc on a un système qui est constitué des os, des tendons, des muscles et des articulations qui permettent des mouvements. Dans le corps, nous avons un grand nombre de muscles, 640. Ils peuvent avoir donc la taille jusqu'au plus grand muscle du corps, il peut avoir 30 cm. Les muscles les plus petits, ils ont une demi-centimètre. Les muscles, donc, c'est du tissu conjonctif, mais en grande partie sont composés de l'eau et de protéines. Les protéines, les muscles, on les appelle myosine, actine et troponine. Et on distingue différentes sortes de muscles. Donc, les muscles de l'appareil locomoteur, comme vous voyez ici, les bras, les jambes, le corps, ce sont des muscles striés. Nous avons aussi des muscles lisses qui sont dans le tube digestif, dans tous les vaisseaux, donc dans les artères, dans les veines. Et il y a le muscle à part, un muscle cardiaque, c'est un muscle à part parce qu'il fonctionne comme un muscle strié, mais il est commandé comme un muscle lisse. Donc, on l'a mis dans la catégorie à part. Et comme je vous ai dit, c'est la plaque tournante de tout métabolisme de l'organisme. Alors, donc maintenant, on va un peu aller en microscope. Donc, les fibres musculaires dont les muscles sont faits peuvent aller, diamètre, il a jusqu'à 100 microns. Donc, ce sont des petites myofibrilles, des cellules musculaires, qui sont donc délimitées par des membranes un peu plus, enfin, qui les enveloppent pour faire des groupes musculaires anatomiques. Et donc, à l'intérieur de chaque cellule musculaire, on a ces fibres de myosine, actine qui sont entortillées et au microscope, elles donnent donc une image parallèle de muscles striés, dont des stries, c'est pour ça qu'on les appelle stries. En fait, c'est lié à la disposition de fibres de protéines actine et myosine, puisque c'est elles qui garantissent le mouvement. Quand ces fibres s'emboîtent, comme ça, c'est ça qui fait que le muscle se contracte et donc c'est ça qui crée le mouvement. Et en fait, superposition des centaines et des centaines de fibres d'actine et myosine, ça crée le mouvement et ça donne donc cet aspect du muscle. Donc là, vous voyez bien des bandes striées et donc la myosine, c'est la fibre qui est plus épaisse avec une tête, qui se coince avec la protéine d'actine. Et pour se détacher, elle a besoin de l'énergie, donc ATP. Et le fait qu'au moment où elle se détache, donc le muscle se contracte. Et ce mouvement crée... voilà, c'est l'énergie dépendante. Donc, ce mouvement est ordonné par le nerf, donc qui envoie, ce sont des mouvements volontaires. Donc, c'est notre volonté fait que ces muscles striés se contractent. Donc, comme lever la jambe, fermer la main ou cligner les yeux, tout ça, ce sont des mouvements volontaires. Donc, elles sont ordonnées par des cellules nerveuses que nous commandons et ça se passe donc au niveau de la jonction du nerf avec le muscle, au niveau des plaques motrices, ça s'appelle des jonctions neuromusculaires. Et là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que ce sont des plaques motrices, donc c'est la transmission donc des impulses électriques de la cellule nerveuse au niveau impulse chimique pour provoquer la contraction. Et ça dépend, première fois, ici, de l'énergie ATP. Donc, il y a une pompe qui s'appelle ATPase qui permet donc la dépolarisation de la cellule musculaire.
Et cet impulse peut être transmis à l'intérieur du myocyte pour engendrer la contraction. Mais pour qu'il y ait le potentiel, vous voyez ici, à moins 80 de la cellule musculaire, ça c'est garanti par le magnésium. Si le taux de magnésium n'est pas suffisant dans l'organisme, la plaque, elle ne sera pas dépolarisée à moins 80, elle sera à peu près à moins 50. Donc, ça veut dire que le moindre stimuli qui va arriver, ça va déclencher la contraction musculaire qui peut conduire à la fatigue musculaire. Et donc, ça s'appelle la hyperexcitabilité. Deux fois, ça peut être gênant parce que quand on a la paupière qui saute tout le temps, c'est pas très drôle. Ou nous avons des contractures musculaires au niveau des épaules, c'est aussi peut-être c'est un signe du manque de magnésium ou des fourmillements dans les mains, les pointes au cœur, etc. Ce sont les signes de manque de magnésium qui sont justement liés à cette hyperexcitabilité neuromusculaire. Donc, je vous ai mis un petit bonhomme. Attention, magnésium pour la plaque motrice, pour la bonne qualité de la contraction, pour ne pas être tout le temps à fleur de peau, pour que ça se contracte dans les bonnes conditions. Donc, on arrive maintenant dans la cellule musculaire qui va se contracter grâce donc, au mouvement d'actine par rapport à myosine. Et pour cela, le muscle a besoin d'énergie. L'énergie, donc, c'est ATP. Et pour fournir cette énergie, elle vient du sucre. Donc, le sucre, on arrive à le consommer pour faire de l'énergie. Maintenant, par rapport à la durée de la contraction, les sources du sucre varient. L'ATP, l'énergie, on ne peut pas la stocker. On a juste dans les cellules une petite quantité d'énergie suffisante pour un mouvement de 10 secondes environ. D'accord? Donc, ça, c'est la petite quantité d'énergie qui est déstockée immédiatement au moment de l'effort parce que ça, c'est la survie. Donc, si on touche un fer chaud, il faut qu'on ait de l'énergie suffisante pour enlever la main de la plaque pour ne pas provoquer des dégâts très importants ou fuir à un danger éventuellement. Donc ça, c'est la nature qui a mis en place ce système pour qu'un effort court puisse être exécuté immédiatement. Ensuite, il y a deuxième phase donc, de synthèse d'énergie qui se met en place. Donc ça s'appelle la anaérobie parce que ça se fait sans oxygène. Donc le sucre est transformé en énergie et aussi en ATP. Et ça donne de l'acide lactique. C'est pour ça, si anaérobie sans oxygène, acide lactique, si y a trop, ça peut donner des douleurs musculaires au niveau des jambes. Et on arrive au troisième processus de la synthèse de l'énergie, qui est donc le mécanisme aérobie. Et là, c'est encore une fabuleuse histoire dans notre évolution, parce que cette anaérobie était remplacée par aérobie. Ça veut dire c'est la symbiose de l'organisme avec des bactéries ancestrales. C'est, je pense, là, au niveau évolution, c'est la symbiose la plus complexe qui existe parce qu'aucun organisme ne pourrait plus exister seul. Les mitochondries, les usines énergétiques, ce sont des bactéries ancestrales qui ont à peu près 1 milliard d'années, qu'elles sont sorties de l'eau, elles ont apprivoisé l'oxygène. Elles ont pu survivre grâce à leur capacité d'utiliser l'oxygène. Donc, l'organisme que nous sommes devenus actuellement a fait un pacte avec ces bactéries, dit bah, écoute, puisque toi tu sais utiliser l'oxygène, mais nous on te donne tous les nutriments dont tu as besoin pour utiliser l'oxygène. Et nous, ça nous intéresse parce que ça fournit beaucoup d'énergie. Il y a donc, vous voyez, grâce à ce processus est plus long à mettre en place, il met à peu près 20 à 30 minutes, mais ça permet l'endurance. On peut courir pendant des kilomètres et des kilomètres sans être fatigué si on fournit du carburant à la mitochondrie pour qu'elle nous puisse fournir de l'énergie.
Voilà, et donc ça c'est pour vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà. Alors, glucose, le sucre simple qui est dans le sang, immédiatement à l'effort est utilisé par le muscle pour faire de l'énergie. Donc, il y a seulement deux molécules d'ATP qui sont faites, plus acide lactique. Donc, c'est du court terme, de l'immédiat. Ensuite, glucose peut rentrer dans la mitochondrie. Et là, pour une molécule de glucose, on a 36 unités d'ATP. Ce n'est pas du tout la même échelle de valeur. Et donc, cette grande énergie utilisée par la cellule permet donc la grande adaptabilité du muscle et la grande endurance. Le glucose, donc ça, c'est le carburant unique que la mitochondrie peut utiliser. Mais on peut avoir une petite réserve donc sous forme stockée sous forme de glycogène. Mais quand les réserves de glycogène sont épuisées dans le muscle, on va piocher dans nos réserves de lipides qui sont préparés, dépaquetés, hop, rentrent dans la mitochondrie et c'est comme ça qu'on brûle nos graisses en fait. Le inconvénient de ce métabolisme mitochondrial, c'est que, vous voyez les crêtes à l'intérieur de la mitochondrie, ce sont des crêtes qui sont faites donc, de double couche lipidique. Donc, il faut qu'elles soient très performantes, très fluides, donc riches en acide oméga 3. Et donc, il y a plein de nutriments qui interviennent aussi à l'intérieur. Donc, il y a le fer, le sélénium, le zinc, le molybdène, les vitamines B, qui assurent son fonctionnement optimal. Mais l'inconvénient, quand elle brûle du glucose pour faire de l'ATP, ça fait des radicaux libres. Donc, ce qu'on appelle stress oxydant. À peu près, il y a 2 à 5% d'électrons qui sont déplacés sur cette chaîne d'oxydation, qui tombent à l'intérieur et font des radicaux libres. C'est comme des patates chaudes. Donc, il y a tout un système antioxydant qui est mis en place pour protéger l'organisme justement de ces patates chaudes qu'on puisse les neutraliser. Et si ça déborde, ça devient un problème pour la santé. Donc, 20% de l'énergie produite, elle est utilisée par le muscle pour le mouvement. Le reste est dégagé sous forme de chaleur. Intéressant aussi pour les mitochondries, c'est que elles sont adaptables, elles s'adaptent. Les mitochondries moins performantes sont éliminées. Et si on se en mouvement et les besoins d'énergie sont importants, les mitochondries moins performantes sont remplacées par des nouvelles. Donc, c'est vraiment très important pour qu'il y ait un petit signaling redox, donc de ce stress oxydatif, sans qu'il soit trop important, puisse y être, parce que ça permet l'adaptation de l'organisme à l'effort sans dommage pour nous. Et le remplacement de mitochondries, c'est vraiment très important parce que ça nous permet de nous renouveler sans cesse pour être toujours mieux performants et s'adapter aux conditions de vie. Donc là, je vous ai mis un deuxième bonhomme pour dire que ça, c'est un deuxième point faible parce que ni trop de stress oxydatif, ça veut dire inflammation dans l'organisme, fatigue exagérée, diminution des performances. Mais pour optimiser ce système, on a les systèmes antioxydants qui sont mis en place par la nature et c'est ça qui prévient que le sport trop intensif ne soit pas néfaste pour la santé. Après, donc, dans d'autres, c'est l'appareil locomoteur, donc dans ces tissus conjonctifs en plus du muscle. Nous avons aussi les os, les tendons et le collagène quand même qui enveloppe les muscles, qui garantit l'élasticité. Le collagène, donc c'est une des protéines les plus importantes du corps et son aspect très solide est dû en fait aux fibres de collagène qui sont tressées. Donc on a
les protéines simples colliers de perles de protéines qui sont riches en certains acides aminés. Donc ici, on a hydroxyproline et proline qui peuvent fixer l'eau, donc ce qui fait que ça assure donc la structure solide et enfin, optimale de nos fibres de collagène. Donc, les petits colliers de perles sont tressés par 3 dans les petites microfibres de collagène qui sont ensuite entortillées dans les fibrilles de collagène qui ensemble forment une fibre de collagène. Et ces collagènes-là, c'est la protéine qui fait la trame osseuse de nos os et sur lequel on pourrait ensuite se fixer le calcium pour faire de l'os. Ces collagènes-là qu'on a aussi dans nos articulations, qu'on a aussi dans notre peau. Il existe à peu près de 28 types de collagène différents. Ça dépend de sa structure, de sa localisation. Mais les protéines de collagène, du fait de leur structure très variée, sont codées par pas moins de 40 gènes. C'est vraiment très important comme quantité par les cellules et donc ça assure vraiment une grande adaptabilité. Et donc la structure, donc vous voyez la chaîne simple qui est entortillée par un triple hélice. Et ensuite, en fonction, vous avez la structure en microscope qui peut être soit striée, soit elles sont disposées différemment pour assurer, selon le tissu, le maximum d'élasticité, de solidité au tissu et à l'os en particulier. Et puis, le troisième maillon faible dans l'histoire, hein, dans l'activité physique, c'est l'intestin. L'intestin qui garantit l'absorption de nutriments que nous ingérons, à l'effort, il subit quand même des dégâts puisque pendant l'effort, maximum de perfusion est assuré aux muscles, évidemment, pour leur fournir un maximum d'oxygène pour les mitochondries pour qu'ils puissent produire un maximum d'énergie. Donc, ça s'appelle ischémie. À l'arrêt de ce mouvement, de l'activité, il y a un afflux de sang à nouveau vers l'intestin qui provoque réperfusion et ça peut provoquer hyperperméabilité intestinale. Si nous n'avons pas de flore intestinale optimale qu'on appelle dysbiose, pendant ce moment, l'hyperperméabilité intestinale, toutes les toxines intestinales passent à la barrière intestinale et évidemment prolifèrent dans le tissu. Avec la circulation, se déposent très volontiers dans les tendons, dans les articulations. Et c'est pour ça beaucoup de sportifs ou des gens qui pratiquent le sport intensif avec un mauvais intestin se plaignent de douleurs articulaires, se blessent souvent. Ils ont des maux de tête, ils sont fatigués, etc. Parce que justement, ils sont en fait envahis par les toxines intestinales. Donc, quand on fait du sport, même enfin pour tout le monde, il est primordial pour garder la barrière intestinale étanche, pour éviter justement cette hyperperméabilité intestinale et le passage massif des toxines et des bactéries non désirables dans notre organisme. Alors, quels sont les besoins nutritionnels quand on fait du sport? Alors, sportif, enfin, c'est la personne qui fait minimum 30 km, 30 minutes du sport par jour, qui a une activité physique normale, qui n'est pas sédentaire. Donc, ça fait partie de valeurs santé. Donc, l'alimentation de la personne active sportive, c'est d'abord, c'est l'alimentation normale. Donc, les mêmes règles que pour la population générale s'appliquent ici. Donc, l'alimentation doit être équilibrée et variée.
Maintenant, si on fait plus de sport d'endurance, des besoins spécifiques peuvent apparaître ponctuellement selon la période de l'activité. Donc, ils sont justifiés, mais c'est à préciser au cas par cas. Sinon, pour le sport, c'est les mêmes règles de base que pour la population générale. C'est toujours alimentation santé. Donc, équilibre alimentaire, ceux qui m'ont déjà suivi dans le Zoom précédent, donc, savent que l'alimentation optimale, donc c'est la pyramide alimentaire méditerranéenne qui garantit la grande variété d'aliments frais de saison et pour couvrir tous les besoins nutritionnels. Donc, ça, ici, c'est présenté sous forme de l'assiette. Donc, vous avez la grande quantité de fruits et de légumes, les glucides complexes, les protéines, donc les protéines végétales et les protéines animales, les matières grasses avec parcimonie, mais de bonne qualité, c'est quand même nécessaire. Donc, ce n'est pas moins gras, mais encore une fois, c'est manger mieux gras. Et avoir cette variété de nutriments permet aussi d'optimiser l'apport en micronutriments, et des vitamines, des fibres alimentaires, tout dont le corps a besoin. Et ce qui est important aussi, de manger le bon aliment au bon moment de la journée. Ça s'appelle la chrononutrition. Donc, si on va faire du sport, donc on ne va pas 2 heures avant de faire un repas très lourd. Donc là, à ce moment-là, on va manger léger, très digeste. Donc, on va plutôt éviter les matières grasses, style friture, au repas avant le sport. Donc, les besoins énergétiques en macronutriments, en protéines, lipides et glucides sont à peu près pareils dans les deux populations. Simplement, un sportif donc, qui brûle plus de calories a besoin plus de glucides. Logique, puisqu'il a besoin d'avoir une certaine quantité donc, de glycogène pour pouvoir faire du glucose, pour pouvoir faire de l'énergie par la mitochondrie, pour assurer les besoins de son activité physique. On a aussi, donc, chez un sportif, un petit peu moins de matière grasse, mais encore une fois, il faut que ça soit mieux gras. Les protéines, c'est 10 à 15% de l'apport nutritionnel total. Avant donc de parler de ces groupes d'aliments, je voudrais vous dire qu'il faut boire. C'est vraiment très important à volonté. Si on fait un footing à peu près d'1 heure, de l'eau suffit. Si on court déjà de plus d'1 heure et demie, en ce moment-là, il faudrait avoir un apport un peu en glucides et faire attention aussi à un apport en sel parce qu'avec la transpiration, les pertes sont importantes. Pour vous montrer ici donc, comment l'hydratation est capitale parce que si on fait après l'effort, si on se pèse avant et après et on a perdu 1 kg, donc la perte du poids d'1 kg, ça ne correspond que à la perte de l'eau, c'est à peu près 1,5 litre d'eau. Si on perd 2% de poids du corps, ça correspond déjà à diminution de 20% de capacité physique. Si on perd 10% du poids du corps en perte hydrique, c'est 0 capacité physique. Ça veut dire que c'est la mort. Donc, c'est vraiment indispensable de boire pour garder la bonne santé. Et ne pas finir sur le brancard à l'arrêt du sport. Donc, les protéines, c'est la base, c'est la structure. Pour faire, par exemple, régénérer le muscle en fibres, actine, myosine, troponine, collagène, protéines, tous les enzymes qui nous gouvernent. Donc, on a besoin de protéines.
Donc, vous avez vu, c'est 10 à 15% de la ration calorique journalière. Une protéine, 1 gramme, c'est 4 calories, mais 10%, donc pour une personne de 70 kilos, si on a, donc c'est minimum 70, sédentaire, on va dire 70 grammes par jour. Un sportif, ce sera plutôt 70 kilos, il lui faudrait 100 grammes de protéines par jour. Reparti sur la journée. En 3-4 repas, c'est mieux assimilé plutôt qu'un grand repas dans la journée. Les protéines, il faut qu'elles soient d'origine animale et d'origine végétale. Les protéines animales, donc, il faut que ça soit de bonne qualité. La viande bio de préférence, éviter les facteurs de croissance, les antibiotiques. Il faut qu'il y ait du poisson 2-3 fois dans la semaine. Les petits poissons, on en parlera tout à l'heure par rapport aux matières grasses que ça apporte des oméga 3. Les œufs, c'est une excellente source de protéines. Et aussi, il ne faut pas oublier les protéines végétales qui fournissent aussi donc des glucides. Les lipides, donc, qui constituent quand même 20% de la ration calorique. Il n'y a pas uniquement un côté énergétique des lipides apportés, mais aussi c'est la structure. La membrane des mitochondries, c'est une double couche lipidique. Donc, c'est les lipides de bonne qualité qu'on apporte. Notre cerveau est fait de graisse, donc il a encore une fois besoin de lipides. Toutes les cellules du corps, chaque membrane de chaque cellule de notre corps est faite de lipides. Donc, qui se renouvellent sans arrêt. Il y a 7 milliards de cellules par jour qui se renouvellent. Donc, les lipides, on en a besoin. Donc, il ne faut pas avoir une alimentation restrictive en lipides, mais il faut manger, encore une fois, mieux gras. Donc, éviter les graisses saturées, les fritures, trop de fromage et des graisses hydrogénées aussi qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Et préférer donc les graisses végétales qui ont qualité d'être des graisses insaturées. Donc, l'huile d'olive, on a aussi l'huile de colza, pépins de raisin, noix, amandes, noisettes. Et ici reviennent nos petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Il y avait une intéressante étude qui a été faite auprès des sportifs, des coureurs de haut niveau. Donc, on leur a fait des examens biologiques pour évaluer donc, leur statut nutritionnel. Et sur 8 coureurs qui ont été choisis au hasard, les 7 manquaient d'acide gras oméga 3. Le 8e, qui avait un bon statut en acide gras oméga 3, c'est le seul, c'était un Africain du Sud. Il avait un bon statut en acide gras oméga 3 parce qu'il se nourrissait de viande de chasse. Comme quoi, traditionnel. Et les glucides, le carburant du muscle, qui doivent constituer quand même une part importante de la ration calorique journalière. Et ici, donc, je ne suis pas rentrée dans les détails par rapport avant, après, pendant activité physique, parce que chaque sport a ses besoins propres, ses protocoles. Les sportifs de haut niveau, ils ont leur coach sportif. Donc ça, je voulais vous donner juste des principes généraux pour avoir un peu d'idées, parce que l'activité physique, c'est quelque chose quand même de normal, mais a besoin quand même de l'alimentation équilibrée. Donc, les glucides pour les personnes actives qui n'ont pas besoin de perdre trop de poids, c'est important d'avoir dans le menu. Donc, évidemment, on a besoin de glucides rapides et des glucides lents. Les glucides rapides, ce sont des glucides qui augmentent rapidement la glycémie dans le sang. Donc, souvent, ce sont des sucre simple, le sucre blanc, les bonbons, les biscuits, etc. Parce que leur absorption est très rapide. Donc, on peut les utiliser, par exemple, pendant l'effort. Si l'effort est prolongé au-delà on va marcher, randonner dans la journée dans la montagne, ou on fait du sport un peu plus intense toute la journée, donc ça fait des petits
petite casse-croûte ou d'une boisson énergisante sucrée. On peut prendre par exemple de l'eau avec un peu de sirop ou diluer carrément le jus d'orange du commerce. Ça peut faire l'office du sucre rapide. Mais il ne faut quand même pas que ça dépasse 10% de l'apport glucidique total. Minimum, il faut qu'il y ait 150 grammes de glucides par jour dans la ration calorique journalière. Avant l'effort, c'est mieux de prendre des glucides lents. Donc, si nous partons pour la journée en rando ou nous avons un match de tennis, il vaut mieux prendre un bon petit déjeuner avec du pain noir, pain complet, ou des flocons d'avoine pour les glucides complets. Ça fournira de l'énergie de façon plus régulière et on va éviter le coup de barre. Pourquoi? Voilà, ça y est. Donc, les coups de barre, nous y voilà. S'il y a un problème d'équilibrage d'apport du glucide, on peut donc ressentir une fatigue précoce. On peut se sentir fatigué. En fait, tout simplement, c'est l'hypoglycémie. Ça veut dire que nous avons usé tout le glucose disponible dans le sang immédiatement. Le foie n'arrive pas à faire fondre glycogène pour faire du glucose pour le fournir aux muscles, donc pas de carburant. Et donc, si c'est un sport un peu plus soutenu, donc nous serons beaucoup plus fatigués, beaucoup moins performants, on risque de se blesser. Et ici, si ça se répète souvent qu'il y a une erreur d'alimentation, de répartition donc du carburant sur la journée, ça peut conduire, en cas de surentraînement, à l'épuisement de la personne. Il ne faut pas oublier les micronutriments. On a parlé des macronutriments parce qu'ils fournissent de l'énergie. Il y a des micronutriments qui sont tout aussi importants, bien qu'ils ne soient pas caloriques. Donc, dans notre alimentation aujourd'hui qui n'est pas optimale, qui est riche en aliments transformés, snacking ou autres fast-food, manger sur le pouce à midi un sandwich quelconque, c'est pas forcément optimal. Ça fournit pas forcément tous les micronutriments que nous avons besoin. Beaucoup de personnes, les personnes actives sportives y compris, font des régimes restrictifs et ne consomment pas forcément de fruits et légumes recommandés dans la journée. Alors, de quels micronutriments nous aurons besoin? Les probiotiques ont l'air par de choix. Donc, les micronutriments donc, qui contiennent des fibres alimentaires, ça nourrit des bonnes bactéries dans la flore intestinale. Donc, ça, c'est vital pour la santé du microbiote. Les bactéries se nourrissent des fibres alimentaires que nous leur fournissons. Ils digèrent toutes les fibres qui sont indigestes pour nous et maintiennent donc l'équilibre au niveau de l'intestin qui nous protège. Ensuite, donc, il y a les fameux acides gras oméga 3. Bon, ça fait partie des graisses, mais c'est quand même aussi souvent conseillé dans les micronutriments pour avoir un statut optimal en acides gras oméga 3. Donc, qui consiste à avoir par rapport aux acides gras oméga 6 qui sont donc graisses saturées, idéalement, les hommes préhistoriques avaient un statut 1 pour 1, ça veut dire 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Dans la population aujourd'hui, chez certaines personnes très sédentaires et en mauvaise santé, c'est un rapport peut aller jusqu'au 20. Dans la société moderne, dans la micronutrition, on admet que ces rapports acides gras oméga 3, oméga 6 soient aux alentours du 4 ou inférieurs à 4. Les acides, les acides aminés, oui, mais ça, ça fait partie aussi de macronutriments, mais bien dans l'activité physique un peu spécifique, acides gras, acides aminés branchés pour optimiser le fonctionnement du muscle ou soutenir la fatigue psychologique, comme la tyrosine, tryptophane, alanine ou leucine, isoleucine ou valine. Ça peut être intéressant
pas oublier le magnésium pour la contraction musculaire, le fer qui fait partie donc de la chaîne d'oxydation dans la mitochondrie, nitro peu, le zinc indispensable pour les défenses immunitaires, évidemment toutes les vitamines de groupe B, c'est vitamine C, la vitamine D pour l'immunité et la vitamine A qui va de pair, qui est indispensable. Oups, qu'est-ce qui se passe? Et on arrive donc au complément alimentaire. Donc, dans la pyramide alimentaire bien construite, nous avons tout dont nous avons besoin. Dans l'alimentation variée, nous sommes censés avoir tous les nutriments macro et micro nécessaires. Maintenant, c'est difficile dans l'alimentation moderne d'avoir la totalité de tous ces nutriments. En particulier, si nous faisons du sport, si nous avons des carences, je vous ai déjà dit tout à l'heure, on peut avoir besoin en apport en protéines particulières, donc en acides aminés ou en collagène pour renforcer la fonction ostéo-articulaire. Aussi, certaines plantes qui peuvent nous être utiles, par exemple ginseng ou la chlorella, qui sont tonifiantes, vivifiantes, permettent la régénération des tissus. Il ne faut pas oublier oméga 3. Alors maintenant, pour optimiser vraiment l'apport en tous ces micronutriments dont nous avons besoin, pour les sportifs qui veulent aller plus loin, pour optimiser leur performance ou même pour tout un chacun, c'est intéressant de faire un bilan nutritionnel, en particulier bilan oxydant, pour savoir si nous manquons des antioxydants. Oups, aïe. Je suis désolée, mais j'ai zappé une diapositive juste sur les antioxydants qui sont quand même notre allié quand nous faisons trop de radicaux libres. Ces antioxydants se trouvent dans les fruits et légumes. C'est ce qu'on appelle polyphénols. Les polyphénols des fruits et légumes, ils sont de toutes les couleurs, comme les fruits et légumes. Donc, chaque légumes contient des polyphénols particuliers. Ceux qui sont le plus antioxydants, ce sont des polyphénols qu'on appelle des anthocyanes, qui se trouvent dans les légumes et fruits de couleur violette, comme par exemple aubergine, myrtille, sureau. On a la vigne rouge, resveratrol, je ne me rappelle plus, le cassis. Tout ça, tout ce qui est de couleur violette est le plus antioxydant. Donc les antioxydants, on les mesure sur une échelle qui s'appelle ORAC. C'est une échelle du pouvoir antioxydant de fruits et légumes. Donc, l'ensemble de l'alimentation fournit ces antioxydants, mais si on en manque, effectivement, les compléments alimentaires peuvent également les fournir. Mais l'intérêt de ces antioxydants, c'est que l'ensemble, si on mange un fruit et un légume qui en contient, c'est l'ensemble du fruit qui apporte le bénéfice. On ne peut pas sortir, par exemple, le lycopène de la tomate pour le donner en gélule. C'est la tomate entière qui donne le bénéfice pour la santé. Ici, donc, chez DuoLife, nous avons ces compléments alimentaires qui sont de bonne qualité parce que c'est la totalité de maximum de nutriments qui sont extraits de plantes, de fruits et de légumes, qui sont compressés dans la bouteille, ce qui fait que 1 + 1 = 3. Parce que c'est la synergie de tous ces composants fait que leur effet est beaucoup plus puissant et bénéfique pour la santé. C'est là où nous allons sentir vraiment la différence. Donc, après une activité physique, donc déjà, on s'alimente correctement pour avoir toutes les chances de notre côté pour faire une activité physique qui sera bénéfique pour notre santé. Et maintenant, après l'entraînement, comment on récupère? Donc, on récupère de quoi? Donc, pour éliminer tous les déchets, acide lactique,
créatine, urée, tout ce qui a été produit par muscle pour que ça soit éliminé donc par le rein, par le foie, et reconstituer les stocks d'hydrogène. Il faut s'hydrater pour combler les pertes en eau et et diminuer donc les dommages musculaires, la réparation musculaire. Parce que le muscle, une fois il a travaillé, donc il est blessé. Il faut qu'il se reconstitue. Donc c'est pour ça il faut des protéines pour ça. Et le stress oxydatif, mais il ne faut pas non plus apporter trop d'antioxydants parce que ça n'a pas de bénéfice. L'utilité d'antioxydants, c'est s'il y a un stress chronique qui persiste. Parce qu'un stress pendant l'activité physique, c'est physiologique. C'est comme ça. C'est avec ce stress-là que le muscle communique avec le reste du corps, qu'il garde le contact avec tous les autres organes et systèmes immunitaires. C'est comme ça qu'il communique. Mais si en dehors de l'activité physique, nous faisons un bilan et on s'aperçoit qu'il y a un stress oxydatif, qu'il y a trop de radicaux libres, là, évidemment, la supplémentation bien placée est tout à fait indiquée, voire indispensable, sinon nous n'avons pas de bonnes performances physique. Donc, après un effort, il y a une phase donc, du déficit en micronutriments, il y a le stress oxydatif et il y a besoin de repos pour justement récupérer. En fonction maintenant de la durée de l'effort, cette phase de récupération est plus ou moins importante. Si on ne respecte pas le repos nécessaire pour que le corps puisse récupérer de façon garder au maximum donc, de niveau de ressources après la récupération, si les efforts sont trop rapprochés et pas assez compensés, ça peut conduire à un surentraînement et à la fatigue et l'épuisement du corps. Voilà. Donc, la fatigue, c'est la diminution de l'aptitude à fournir un effort et qui, de façon répétée, ça conduit à l'épuisement. L'épuisement, surentraînement, donc on peut dire que si c'est la fatigue qui persiste 2 mois après l'arrêt du sport. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui est surentraîné et qui, au bout de 2 mois, n'a pas encore récupéré le degré de sa fatigue. Donc là, on a besoin vraiment d'aider cette personne. Mais il faut d'abord faire un bilan pour voir quels sont ses points faibles, où est, là, il faut insister pour l'aider. Et donc, quand on est fatigué, qu'il y a des problèmes de récupération, là, on se blesse souvent. On peut avoir de l'hypoglycémie parce qu'on n'a plus de réserve en sucre, que le foie n'arrive pas à nous fournir du glucose. On peut avoir les troubles digestifs parce qu'il peut y avoir une erreur alimentaire, qu'on a trop consommé de glucides rapides, et ça peut donner une diarrhée osmotique. Ou le phénomène que vous avez vu d'ischémie-hyperfusion, ou on peut, ce qui est vraiment très fréquent, avoir des troubles musculaires, les crampes. Ça veut dire que c'est la contracture involontaire parce que justement, il y a trop d'acide lactique, il n'y a pas d'assez oxygène. Donc, c'est le processus donc anaérobie qui était fait avec trop d'acide lactique, ou peut y avoir pas assez de magnésium, donc il n'arrive pas, potentiel d'action n'est pas optimal et donc la contraction est trop forte par rapport à ce qu'on voudrait. Les courbatures, donc c'est encore une fois acide lactique par manque d'oxygène et manque de circulation qui se met en place. Les contractures, c'est à peu près la même chose, c'est toujours le problème mitochondrial de mouvement d'énergie et un petit peu le magnésium. Voilà. Donc, pour conclure, pour une bonne activité physique, ce qu'il faut, c'est alimentation qui doit être équilibrée, variée et adaptée à tout un chacun. Si l'activité physique a été intense, il faut donc aménager les apports. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne 8 heures par jour n'aura pas les mêmes besoins caloriques, ni en micronutriments ou en antioxydants, que quelqu'un qui fait juste un footing dimanche. Donc, il n'y a pas de supplémentation préventive,
il faut vraiment cibler les besoins de tout un chacun, de préférence après un bilan nutritionnel en statut en antioxydants ou autres vitamines, et complémenter s'il y a vraiment des carences à dose physiologique, évidemment avec les produits de bonne qualité. Donc je voudrais insister ici sur les produits que nous avons chez DuoLife pour l'activité physique. Et donc, les produits High Five, je les trouve très bien. Donc, les barres, c'est parfait pour un petit snack pour la collation. Ça fournit donc les fibres avec les glucides lents, un petit peu de glucides rapides avec un peu d'antioxydants. C'est tout à fait équilibré. C'est parfait pour mettre dans sa poche quand on part pour la journée. Avec de l'eau à côté, donc ça protège l'intestin, ça fournit de l'énergie, ce qu'il faut. Ça, c'est parfait pour le petit déjeuner ou même une collation après l'effort, hein, où il faut reconstituer ses réserves. Donc, c'est très équilibré et ça fait très bien l'affaire. Liquid Gold, je vous ai beaucoup parlé des oméga 3. C'est vraiment important pour avoir un bon statut en acides gras, avoir des membranes qui fonctionnent bien pour qu'elles nous fassent l'énergie sans trop de radicaux libres, qu'elles soient fluides, qu'elles communiquent bien avec les cellules. Donc, bon apport en acides gras, c'est vraiment très, très, très important chez les sportifs qui sont souvent en régime restrictif et évitent trop de calories. DuoLife, tous leurs produits contiennent énormément d'antioxydants. C'est super qualité parce que c'est vraiment le maximum, tout ce qu'il y a dans les plantes, dans les fruits, même dans les légumes comme betterave, qui est pressé, qui est mis dans le produit. Donc, c'est difficile de les sortir un par un. Ils sont tous complets, tous pleins d'antioxydants différents, riche en vitamine C, riche en vitamine B, vitamine C, zinc, molybdène et plein d'autres oligo-éléments. Donc, c'est vraiment une gamme complète que nous pouvons utiliser régulièrement. Je ne vous ai dit pas préventif, mais de façon tout à fait physiologique. Par exemple, une cure jour-nuit, 2 fois par an pour ramener des nutriments et nettoyer un peu l'organisme, c'est parfait. Blood aussi, on peut utiliser si on sent un coup de fatigue. Chlorophylle, par sa richesse en magnésium, est tout à fait indiqué par des périodes d'activité physique intense ou de stress. Ça nous aide donc par rapport à l'apport en magnésium. En cas de blessure, à côté, nous avons collagène qui permet vraiment la bonne récupération des tissus, souvent chez les sportifs. Donc, après équilibre alimentaire, j'insiste, pour rééquilibrer les apports en protéines, en bonne graisse, veiller à la qualité des glucides, qu'il n'y ait pas trop de glucides rapides. Pour cicatriser, collagène, vraiment, ça complète le tableau. Et ça permet vraiment une bonne récupération et la consolidation donc, des tissus et des os. Et bien voilà, merci pour tout.